Donc, cette première table ronde a été intitulée « Vers une nouvelle ère de l'aménagement du territoire ». Titre ambitieux, sans doute à la mesure de la crise qui traverse l'aménagement et dont les deux parlementaires qui ont pris la parole précédemment nous ont rappelé un peu les termes. Je ne vais pas évidemment développer ici, mais au-delà de la... Ah, c'est moi qui sonne, excusez-moi, c'est pas bien du tout. Hop là. On assiste à la fois un changement non perpétuel de cette politique qui est manifestement le signe qu'elle se cherche, à des bouleversements organisationnels continus. Et puis récemment, on a eu évidemment ce mouvement social des ronds-points qui a porté un coup très rude à la doctrine politique qui consistait à mettre en avant et à renforcer les métropoles dans l'aménagement du territoire. Alors, dans ce contexte assez compliqué, et au moment où justement une nouvelle législation à destination des territoires voit le jour, on assiste à une forme de consensus. D'une part, ne pas procéder à un nouveau Big Bang institutionnel, insuffler une nouvelle dynamique à destination des territoires ruraux non métropolitains, et puis promouvoir une approche ascendante en laissant plus d'initiatives au territoire, en favorisant les dynamiques locales, en incitant les territoires à s'organiser par eux-mêmes et à coopérer entre eux à partir de leur projet de territoire. Alors évidemment, les territoires de projet que sont les PETR et les pays semblent particulièrement bien taillés pour répondre à ces différentes intentions. Et pourtant, force est de constater que ces territoires sont plutôt malmenés sur la dernière période, avec les différentes formes de contractualisation dont ils sont porteurs, qui sont un peu sur la sellette. Donc, premier point, le lien stratégique entre les territoires de projet et les régions a été mis à mal dans certaines régions, ce dont on parlera avec Laurence Fortin, donc, qui est vice-présidente de la région Bretagne, chargée de l'aménagement territorial et présidente de la commission aménagement du territoire Région de France. Du côté de la contractualisation européenne, le lien avec l'Europe a été quand même largement gâché ces dernières années par la gestion déplorable des fonds européens par la France, sur la programmation 2014-2020. Donc ça, nous en parlerons avec Nathalie Papanastasiou, qui est PDG de Cap Europe et experte des fonds européens. Quant au lien avec les métropoles, on peut dire qu'il se cherche encore. Et ça, on en parlera avec Olivier Landel, donc délégué général de France Urbaine. Et enfin, pour la relation avec l'État, nous attendrons donc Pierre Jarlier pour qu'il nous parle en particulier, je l'espère, de la très attendue Agence nationale de cohésion des territoires, qui, on l'a entendu, est donc très entendu sur le volet de l'ingénierie de la future agence. Alors, la manière dont je vous propose de procéder pour cette table ronde, c'est un premier temps de prise de parole de chacun d'entre vous, donc sur les sujets d'interpellation, et puis ensuite d'essayer de garder du temps pour dialoguer avec la salle. Donc, on va commencer par vous, Laurence Fortin, si vous êtes d'accord. On a tous en tête ici que toutes les régions ne considèrent plus les territoires de projet comme des partenaires. Donc, quel est, à vos yeux, l'avenir du binôme pays-région et comment est-ce que les régions favorisent ou pas l'émergence de territoires de projet ambitieux? Bien, bonjour à toutes et à tous. Et pour commencer, je voudrais remercier le président
Val pour son invitation aujourd'hui à venir débattre avec vous sur notamment la notion des territoires de projet. Effectivement, je suis ici au titre de Région de France, et donc vous comprendrez que c'est très compliqué déjà de parler au titre de Région de France, parce que nous avons à l'échelle nationale pas du tout les mêmes pratiques selon les territoires. Et ce qu'on peut se dire, c'est que quelque part, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire aussi, en faisant écho aux propos qui viennent d'être tenus, que chaque territoire s'organise de manière à répondre aux besoins de son territoire et qu'il n'y a certainement pas, ou sans doute pas, une réponse unanime et homogène. Pour autant, la question des territoires de projet est bien sûr au centre des préoccupations, et se dire que les régions, dans ce sens, ont effectivement cette notion d'aménagement du territoire et de cohésion territoriale de par leurs compétences qui se sont vues également renforcées. Vous dire également que cet échelon est sans doute un échelon pertinent, tant les territoires infrarégionaux sont divers, et permet aussi d'apporter de la cohérence et de la solidarité infrarégionale, et c'est sans doute un élément important pour justement ne pas opposer les territoires les uns envers les autres, ce qui vient d'être dit et que je partage, ce qu'il ne faut pas, et c'est bien voir comment, ensemble, on peut relever les défis qui sont face à nous. Il y a des difficultés dans les territoires ruraux, il y a des difficultés dans les métropoles, et il y a aussi des choses qui vont bien dans les uns et dans les autres, et il faut voir comment ces collectivités, entre elles, peuvent avancer et surtout être dynamiques. Se dire aussi que les régions se sont vues confier l'élaboration du SRADET, le schéma régional d'aménagement durable et d'égalité des territoires, grand projet de territoire, qui est mis en œuvre de manière très différenciée selon les régions de France, mais on peut se dire pour certaines qui sont à l'enquête publique et d'autres qui vont seulement y rentrer, c'est globalement une base sans doute de réflexion à l'échelle d'un territoire, d'un projet de territoire qui doit nous permettre à avancer ensemble. Vous dire qu'on ne pourra pas tous sans doute, pour essayer de répondre à la question, prendre tous la même forme pour accompagner les territoires, parce qu'il y a un enjeu de différenciation, il y a, et ce que je viens de dire, des questions de territoire très hétérogènes, et qu'il faut prendre en compte cette diversité. Et puis, on peut se dire que on passe aussi après la loi NOTRe, et qu'il y a déjà eu des évolutions de par cette loi. Là, je vais reprendre l'exemple breton. Nous étions 102 EPCI. Après la loi NOTRe, il en reste 59. Et si l'on observe ce qui s'est passé, on a des territoires de projet qui étaient des pays qui comportent désormais plus qu'un EPCI. Donc on voit bien là que la question qui est posée, c'est comment, avec ce réajustement, cette réorganisation territoriale, comment nous, on réorganise notre accompagnement. Est-ce qu'on considère que dès lors où l'évolution souhaitée par les élus du territoire se fait désormais à l'échelle d'une EPCI, puisqu'il a fusionné à l'intérieur du pays, puisque finalement on peut se dire que le pays a tellement travaillé, tellement abouti qu'il en est arrivé à créer un EPCI. Est-ce que c'est cet échelon-là sur lequel il faut travailler, ou est-ce que c'est un échelon supra qui serait à l'échelle du pays, sachant que, toujours pour continuer de parler de la Bretagne, nous sommes couverts sur l'ensemble de la Bretagne par 21 pays. Donc c'est une question sur laquelle nous avons travaillé, sur laquelle en 2017 nous avons souhaité continuer à travailler, et nous avons donc testé la contractualisation à l'échelle de 4 EPCI, ce qu'on appelait, nous, format pays, puisque désormais, ces EPCI ayant fusionné à l'échelle du pays, nous n'avons pas lieu d'aller agrandir d'office quelque chose qui était souhaité par les élus du territoire, dès lors où on est dans un territoire de projet. Et en fait, c'est peut-être ça la vraie question qu'il faut se poser. C'est quoi le territoire de projet? Il est à quelle échelle? Et j'ai presque envie de dire derrière, est-ce que la cohérence territoire de projet SCOT n'est pas déjà un élément de réponse, sachant que, bien sûr, on se posera la question désormais avec les PLUI, Valence-Scott et autres, donc qui réinterrogent derrière tous nos modèles. Mais pour autant, on peut se dire qu'après la loi NOTRe, le paysage
le système territorial est devenu bien différent de ce que nous avions auparavant, et donc bien différent d'après les années post-Voynet, les années 2000, où finalement on avait des territoires de projet, et à l'intérieur des EPCI, désormais nous avons parfois l'un et l'autre. J'ai envie aussi de dire que ce ne sont pas aux régions d'aller dire ce qui doit être fait. Est-ce que finalement ce sont les régions qui sont responsables des choix locaux ou pas? Ou est-ce qu'elles s'adaptent aux choix locaux? Il y a un moment, et y compris à l'échelle nationale, mais y compris en Bretagne, on entend des élus qui souhaitent désormais que nous travaillions à l'échelle des EPCI. Est-ce que nous, comment on réagit? Est-ce qu'on accompagne cette volonté ou est-ce qu'on reste en retrait de ça? J'ai envie de dire qu'au vu de ce qu'on demande au niveau national de s'adapter aux besoins des territoires, je ne comprendrais pas que nous, les régions, on ne soit pas capables de s'adapter aux besoins de nos territoires dès lors où les choix locaux ont été effectués. Et puis, il y a également un élément sur lequel il faut rester attentif, c'est la question des compétences. Depuis le renforcement des EPCI et du binôme région-EPCI, il y a la question de la compétence économique qui est réellement mise en avant et un vrai binôme entre les régions et les EPCI avec des contractualisations directes. Bien souvent également sur la question du très haut débit où là aussi on a des contractualisations ou pas en direct, mais un travail assez fort entre les régions et les EPCI. Et on voit bien d'ailleurs dans le petit document qui nous est remis ce matin que ça fait partie également des rôles des pays et des territoires de pays. Donc, de par cette évolution-là, on peut s'interroger de savoir comment, à ce niveau-là, on travaille. Il a été évoqué ce matin la question de la place des conseils de développement. Et j'ai envie de dire que nous avons regardé à l'échelle régionale de toutes les régions de France la couverture des conseils de développement. Ce qu'on a observé, c'est que cette couverture est très hétérogène. Nous avons observé que c'était aussi selon les régions de France, où il y avait eu cette habitude dans les territoires voinais, les pays voinais de conseils de développement, et souvent ils ont trouvé leur place, où ça n'a pas vraiment été dans les habitudes des territoires, et on voit aussi que même avec une loi, il n'y a pas pour autant des conseils de développement qui ont été mis en place, ou en tout cas, ils n'ont pas trouvé leur utilité. Ou en tout cas, ils mettent du temps à le trouver. Parce que des fois, la place des conseils de développement, ce n'est pas non plus un moment où on met en place, on vote la loi, on la met en place. On ne trouve pas son intérêt ou on ne voit pas obligatoirement, systématiquement tout de suite. C'est-à-dire que le bilan nécessite de laisser du temps et de l'installation. Ce qu'il en est, en tout cas, là où ce qu'on peut se dire, nous, à l'échelle de la région Bretagne, c'est que depuis cette loi, on a vu différentes organisations se mettre en place. Parfois, le conseil de développement, à l'échelle du pays, a été mutualisé sur l'ensemble des EPCI. Et parfois, les conseils de développement se sont recréés à l'échelle des EPCI. Et désormais, essayent de retravailler ensemble à l'échelle d'un pays, mais on voit bien qu'il y a une nouvelle réorganisation. Donc là encore, on voit bien que les territoires, à partir d'une loi, s'organisent de manière différente. Et après, la question qui nous est posée à nous, régions, c'est comment on veut accompagner ces territoires. Et peut-être que c'est là la réponse, c'est en sachant répondre de manière différente. Quant à la question de la contractualisation, la question qui peut nous être posée, finalement, c'est au niveau des régions, c'est quelle est l'ambition que nous portons vis-à-vis de cette contractualisation? Est-ce que c'est une contractualisation stratégique ou est-ce que c'est une contractualisation opérationnelle pour mettre en œuvre le projet? Et si c'est l'un ou l'autre, ou si c'est l'un et l'autre, est-ce que c'est la même forme de contractualisation qui doit être mise en place? Ça, c'est aussi une autre question qui nous est posée, parce que sans doute que nous pouvons apporter des réponses différentes selon les objectifs que nous nous fixons dans ce cadre-là. Sachant que la maille est certainement un élément important, mais pas exclusif, mais certainement ce qu'il faudra retenir, c'est la notion de territoire de projet et d'accompagnement de territoires de projet qui correspondent à des bassins de vie. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Bon, vous ne nous avez pas du tout parlé de gestion de fonds européens, donc ça tombe bien, tout à fait. Vous pourrez en parler après Nathalie Papanastasiou.
Donc vous êtes spécialiste vraiment experte de la gestion des fonds européens et en particulier du programme LEADER. Donc ce programme a été tout à fait essentiel pour insuffler la démarche projet sur les territoires. Je l'ai dit tout à l'heure, on sait que le déblocage des fonds a été extrêmement retardé en France. Donc est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui va se passer, peut-être déjà pour jeter un regard rétrospectif si vous le souhaitez, mais surtout nous éclairer sur ce qui va se passer dans la prochaine programmation avec un double sujet, c'est-à-dire à la fois qu'est-ce qui se prépare dans la prochaine programmation au niveau du Parlement européen et de la Commission, et d'autre part, est-ce que vous avez des lumières sur la manière dont la gestion et le portage de ces programmes va s'effectuer en France? Voilà. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui de parler sur un sujet effectivement qui me tient à cœur. Alors je sais que vous allez être un petit peu, comment dire, pas forcément tout à fait d'accord avec moi sur la présentation de l'avancement un petit peu de l'état actuel et de l'avenir. J'ai envie aujourd'hui de vous donner une vision un petit peu moins alarmiste que celle qui est actuellement constatée et une vision de l'avenir un petit peu optimiste sur la nouvelle programmation, parce qu'effectivement le constat actuel est très mauvais. D'ailleurs, le Sénat a diffusé la semaine dernière le rapport d'information sur la sous-consommation chronique des fonds européens, qui donne un regard assez finalement moins alarmiste que prévu, puisque le taux d'avancement de la consommation à ce stade est à 60% d'avancement, ce qui est assez similaire à l'ancienne programmation, puisque même si la programmation, le cadre pluriannuel financier est sur 7 ans, 2014-2020, on a encore 2 ans de réalisation. Donc on est à mi-parcours, à 55% d'avancement de la programmation, et donc on est à un taux d'avancement de 60% de consommation. Donc le ratio est assez bon. Au niveau effectivement de l'avancement par fonds, les taux de programmation sont à plus de 70%. Les taux de dépenses certifiées sont en moyenne à 35-40% en fonction des fonds, ce qui peut paraître peu, mais c'est pas linéaire en fait sur l'avancement des taux de consommation et de programmation. Le périmètre des fonds dont vous parlez, c'est quoi? C'est les FESI. On va rester que sur les FESI, donc le FSE, le FEDER, le FEADER et le FEAMP. Voilà, c'est principalement ceux qui vous concernent sur vos territoires. Et c'est effectivement une progression qui n'est pas linéaire sur l'avancement d'un cadre pluriannuel financier sur 7 ans. Donc effectivement, on est sur quelque chose d'assez malheureusement logique et similaire aux anciennes programmations. Là où effectivement on ne peut pas défendre le constat actuel, c'est sur notamment le programme, le dispositif LEADER. Qui effectivement a subi de très grandes difficultés, avec notamment 2 années blanches, avec des difficultés sur un désengagement de l'État, en fait, notamment sur la partie instruction. Vous le savez tous, la complexité administrative et juridique qui est commune à tous les FESI, mais qui est notamment plus prégnante sur les petits territoires, les retards de mise en œuvre de l'outil Osiris, vous connaissez sûrement tous, la fusion des EPCI, la gestion des conseils régionaux en tant qu'autorité de gestion sur le FEADER, mais qui n'est pas complètement aboutie, puisqu'elle est partagée avec l'État, ce qui rend très difficile la gestion au quotidien. Donc voilà, ça c'est le constat, le postulat que vous connaissez tous. La désignation aussi de 100 nouveaux GAL, qui a ralenti aussi la contractualisation dont vous parliez entre régions et territoires, puisque avant, en sachant qu'il reste encore à peu près 30% des conventions à signer avec les GAL. Donc, ce qui est encore un constat assez négatif. Pour partir un petit peu sur quelque chose de plus optimiste, on va dire, la nouvelle programmation a été correctement définie. Elle a été décidée en mai dernier. Ça va prendre un petit peu de retard par rapport au fait qu'on a les élections parlementaires en mai. Donc la décision de validation du cadre pluriannuel financier, le CPF, sera validé en octobre, normalement d'ici la fin de l'année, avec une orientation
sur 5 objectifs stratégiques. Donc une Europe plus intelligente, une Europe plus verte, une Europe plus connectée, une Europe plus sociale et une Europe plus proche des citoyens. Comme je vous disais, le calendrier, effectivement, pour un envoi, on devrait avoir un cadre pluriannuel validé sur, on va dire, le premier trimestre 2021, avec les programmations, les PO validées pour un démarrage tout début du programme. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se trame? On va être l'idée, effectivement, avec les négociations de la France auprès de la Commission européenne, sont principalement le maintien, l'élargissement des catégories des régions dites en transition, puisque la cartographie des régions en transition ou des régions les plus développées a évolué, notamment après la fusion des régions, ce qui suppose en fait un passage à 90% des régions en zone de transition et non plus en régions développées. Donc, ce qui voudra supposer en fait donc voilà, des taux de programmation, des taux de cofinancement des fonds européens plus importants. L'objectif aussi de la négociation de la France, c'est effectivement un effort important de simplification de l'utilisation des fonds, avec notamment la suppression de l'autorité de certification, c'est-à-dire de vraiment internaliser la certification, la déclaration des dépenses à la Commission, donc au sein des régions, donc qui n'est plus en fait ces dichotomies entre État-région qui complexifie beaucoup le système, la mise en place d'un audit unique, la reconduction tacite des autorités de gestion pour le démarrage, donc pour démarrer dès 2020, puisque sur 2014-2020, ils ont mis à peu près 1 an et demi, voire 2 ans à valider le fait que les régions soient autorités de gestion, ce qui explique aussi les retards de programmation et de consommation. Voilà. Et effectivement, de disposer d'un cadre de critères et d'indicateurs plus simples, d'associer, et notamment là c'est un fort chantier qui est mené au niveau national, d'associer l'ensemble des acteurs impliqués dans l'utilisation des fonds européens dans les territoires, notamment les départements, les métropoles, les EPCI, et effectivement d'avoir, comme vous disiez, un partenariat local beaucoup plus important pour avoir une sorte de répartition des compétences et clarifier en fait l'intervention des acteurs pour avoir un transfert de compétences complet des régions, mais au niveau local. Puisqu'en fait, la question qui se pose, c'est de ne pas recentraliser la gestion des fonds européens au niveau de l'État, notamment sur le FEADER, et de maintenir, d'aller plus loin dans l'approfondissement de la délégation de gestion aux régions, mais avec une notion, comme les régions ont maintenant fusionné, d'avoir vraiment un travail partenarial local pour ne pas en fait éloigner l'intérêt des porteurs de projets par rapport aux dispositifs régionaux, qui eux sont sur un périmètre beaucoup plus élargi aujourd'hui suite à la fusion des régions, comme je viens de le dire. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, une déclinaison locale des programmes. Donc la proposition aussi qui se discute, c'est d'avoir une déclinaison locale des programmes opérationnels pour avoir des cofinancements plus importants sur les territoires les moins favorisés. Alors comment ça peut se traduire? Ça, c'est en cours de discussion. Mais voilà, effectivement, l'idée des propositions, c'est d'avoir une décentralisation beaucoup plus forte et de clarifier la responsabilité respective de l'État et des régions et d'approfondir en fait le partenariat local. Voilà, je ne sais pas trop. Après, j'ai plein d'informations. Je ne sais pas trop comment vous voulez transmettre, peut-être en une question. Elles feront sans doute l'objet de questions, mais bon, puisque Pierre Gerline ne nous rejoint pas, peut-être qu'on peut d'ores et déjà, et si Olivier me le permet, engager un petit dialogue entre vous, région, et sur cette question de la gestion des fonds européens, puisque vous êtes vraiment à la manœuvre là-dessus. Déjà, peut-être que vous avez des réactions au propos de Nathalie Papanastasiou, mais une des questions qui se pose, c'est effectivement dans la prochaine programmation, les régions, a priori, seront toujours gestionnaires des fonds européens, mais il n'est pas du tout évident que les territoires de projet seront porteurs
des programmes leaders comme aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez cette évolution ? Tout cela aujourd'hui est à travailler et à se remettre en réflexion. C'est-à-dire que, pour parler de la région que je connais, l'avantage aujourd'hui de l'organisation en étant autorité de gestion, mais n'étant pas autorité de paiement. Donc ça, c'est une des difficultés, et on l'a bien connue. On ne va pas revenir dessus. Ça a été dit, ça a fait l'objet de difficultés. Aujourd'hui, j'ai envie de garder ce message d'optimisme, c'est-à-dire qu'on a d'une part l'outil qui nous permet d'avancer. On sait, on a fait le bilan les uns et les autres, qu'il faut absolument simplifier l'instruction de ces dossiers. Mais pour être en situation de se projeter, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est la cohérence des fonds entre les uns, la complémentarité des fonds pour accompagner les territoires de projet. C'est ça qu'on doit rechercher, c'est-à-dire l'efficience de l'ensemble des fonds que les territoires peuvent bénéficier pour que réellement il y ait un effet de levier et que les projets puissent être réalisés. Donc ensuite, ça dépendra aussi de la manière dont les régions s'impliqueront sur ce type de dossier, mais j'ai nul doute qu'elles le feront pour les territoires. C'est comment on met de la cohérence entre les fonds régionaux, entre les fonds européens, pour qu'effectivement on ait cet effet de levier, et quelle est l'organisation la plus adaptée et la plus efficiente. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, les fonds européens n'arrivent pas suffisamment vite sur les territoires et ne permettent pas d'avoir cet effet de levier souhaité, parce qu'à la base, c'est quand même l'accompagnement sur les territoires ruraux pour accompagner des projets. Quand on voit qu'on met 18 mois, et encore je suis parfois optimiste quand je dis ça, on voit bien qu'il faut aujourd'hui des organisations différentes pour qu'il y ait réellement cet effet de levier. Donc pour moi, le vœu le plus cher, c'est qu'on ait des fonds pour accompagner effectivement les territoires, les projets, et qu'on ait plus de rapidité et d'efficacité pour réellement son effet de levier. Maintenant, l'organisation à proprement parler, il faudra aussi la mettre en cohérence demain. Si je peux compléter, la région Nouvelle-Aquitaine est en pilote sur justement ces questions de décentralisation de la politique de cohésion et de décentralisation aboutie sur le FEADER. Et en fait, ce qu'elle propose et qu'elle veut mettre vraiment en avant pour la nouvelle programmation, après, à charge à chaque autorité de gestion de le définir vraiment dans son programme, mais c'est d'avoir une gouvernance donc, locale, de renforcer l'association des acteurs et des territoires à l'élaboration et à la gouvernance et aux instants décisionnels des programmes, de mieux associer les élus de terrain, donc vraiment sur une partie de gouvernance partagée. Au niveau des territoires, d'avoir l'enjeu central pour les partenaires avec une meilleure prise en compte du développement rural sur le FEDER, avec la création d'un axe de développement rural à l'intérieur du FEDER. Donc justement, une complémentarité entre le FEADER et le FEDER. D'augmenter le budget dévolu à la ruralité sur le FEADER, de soutenir l'ensemble des territoires avec une identification d'une carte des vulnérabilités et des cofinancements de pérenniser dotations allouées aux acteurs locaux, donc au niveau d'égal. Au niveau de la mise en œuvre, bien sûr, d'œuvrer sur la simplification des procédures, notamment la partie aide d'État, et autant que possible sur les marchés publics, mais ça c'est un petit peu compliqué parce que ce n'est pas au niveau des régions que ça peut se décider. De poursuivre les dispositifs GALPA, ITI et Axe Urbain, de conserver le statut d'OI, d'organisme intermédiaire sur le FSE+, et de généraliser un dispositif d'avance aux bénéficiaires. Voilà, des avances plus importantes généralisées dès la signature de la convention. Bon, espérant qu'elle n'arrive pas à terme échu de la réalisation du projet, bien sûr. Mais... Je ne me risquerai pas à vous questionner sur tout ça parce que c'est quand même d'une grande complexité qui m'échappe très largement. Donc je me tourne vers Olivier Landel pour aborder une autre dimension de la contractualisation et de la coopération des pôles territoriaux, celle avec les métropoles. Donc on était a priori dans une grande phase d'alliance des territoires, qui est un terme que vous promouvez donc, à France Urbaine. Et pourtant, quand on considère ces fameux contrats de réciprocité, on voit qu'il n'y en a que 4 qui ont été signés. Donc pourquoi si peu? Pourquoi pas une généralisation? Qu'est-ce qui bloque en fait? Merci, bonjour à toutes et à tous.
une fois de plus, un contresens par rapport à l'observation de ce qui se passe sur les territoires, c'est qu'au niveau parisien, on compte ce qui est impulsé par l'État et uniquement ce qui est impulsé par l'État. Et donc, quand on dit qu'il y a 4 contrats de réciprocité, on passe à côté de la réalité territoriale que vous connaissez tous, c'est-à-dire qu'il y en a en fait beaucoup, beaucoup plus que ça. Simplement, on ne leur donne pas un nom, on ne leur donne pas un tampon, un label venant d'une impulsion nationale et d'une impulsion de l'État. Et tout le travail que l'on mène dans nos associations d'élus, à France Urbaine, comme à la DCF, comme à la NPP, etc., c'est justement de partir de la réalité territoriale et de la faire remonter à Paris pour qu'il y ait une prise de conscience que l'alliance des territoires, elle se fait au quotidien dans tous les territoires et que c'est parce qu'elle fonctionne déjà bien aujourd'hui qu'il faut continuer à l'encourager et la rendre plus visible, et y compris dans des dispositifs nationaux lorsque c'est nécessaire, pour que ça se fasse partout dans les endroits, si jamais il y avait des endroits où ça ne se faisait pas encore aujourd'hui. Alors, je vais être un peu plus précis là-dessus. Déjà, ça a été dit par Jean-René Cazeneuve tout à l'heure ou Raymond Vall, c'est vrai que on a eu cette tendance, dans les années qui viennent de s'écouler, à vouloir opposer ce qui serait de l'urbain et ce qui serait du rural. Et moi, ce que j'ai observé, c'est que cette tendance-là, elle s'est cristallisée sur un mot qui est le mot métropole. Bizarrement, les métropoles, elles existent depuis des décennies. Hein. Simplement, elles ne s'appelaient pas métropole, elles s'appelaient communauté urbaine. Et tant qu'elles s'appelaient communauté urbaine, ça posait absolument de problème à personne. Le jour où on les a appelées métropoles, tout d'un coup, est devenu... Il y a un grand méchant qui est né, et métropole, c'est la mondialisation, c'est l'urbanisation à outrance, j'accapare tout. J'ai même vu des discours disant ça assèche les territoires. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. C'est peut-être le réchauffement climatique qu'on confond avec l'arrivée des métropoles, j'en sais rien. Bref, un discours complètement ubuesque, mais qui arrange certains quand même, hein. Soyons clairs, d'opposition entre la métropole mondialisée et puis la ruralité qui serait forcément sans projet, forcément dépendante des subsides de l'État, qu'il faudrait absolument aider parce que toute seule, elle ne s'en sortirait pas. Enfin, c'est caricatural pour les uns comme pour les autres. Et ça ne répond pas de la dignité de nos différents territoires. Et donc c'est face à ce mouvement dont on a senti le renforcement qu'on a essayé de mettre en évidence effectivement ce concept d'alliance des territoires qui repose sur cette conviction que effectivement le développement se fait de façon différente d'un territoire à l'autre, et qu'il n'y a pas de règle absolue sur la façon dont les choses se font. C'est pas parce qu'il y a une métropole que forcément il y a de la richesse et que forcément elle va se redistribuer automatiquement. Je ne sais par quel mécanisme. Il y a des mécanismes, hein, mais il n'y a rien d'automatique dans cette redistribution. Et c'est pas parce que dans un territoire moins dense que forcément il n'y a pas de développement, que forcément il y a de la difficulté, etc. Puis également, opposer urbain et rural, c'est oublier toute la diversité de nos territoires. Hein. Il y a des villes moyennes, il y a tout un tas de configurations différentes d'un endroit à l'autre de ce pays qui en fait sa richesse. Donc l'alliance des territoires, elle n'est pas comme ça d'une utopie, elle est déjà finalement ancrée dans nos habitudes. Les pays, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils existent, c'est quand même déjà l'idée qu'il va falloir travailler ensemble, alors plutôt en proximité. On avait lancé dans les années 2000 ce qu'on avait appelé la notion de territoire partenaire, qui a abouti en 2010 à l'identification dans la loi de ce qui existait déjà dans pas mal de grands territoires, qu'on a appelé les pôles métropolitains, c'est-à-dire faire travailler ensemble des EPCI qui n'ont pas forcément d'ailleurs de continuité territoriale, mais qui ont des intérêts communs à défendre. Aujourd'hui, on a 28 pôles métropolitains qui fonctionnent dans toute la France. Et ce concept d'alliance des territoires, on l'a également renforcé lorsqu'on a eu l'occasion, qui a été une occasion unique, qui ne s'est pas reproduite, de signer un pacte État-métropole avec l'État. Ça a été un one-shot, hein, alors que l'État s'était engagé à ce que ça se pérennise dans le temps et que ça s'élargisse à d'autres territoires. Mais bon, c'est souvent comme ça, la promesse de l'État. Il faut prendre ce qui passe l'année où ça passe, et puis les années suivantes, essayer de prendre autre chose.
Donc cette année-là, c'était le pacte État-métropole, et dans le pacte État-métropole, on avait inscrit une obligation, alors pour les métropoles, puisqu'on parlait des 15 premières métropoles, de nouer des contrats interterritoriaux avec leurs partenaires, avec qui ils voulaient, avec ceux pour lesquels ils estiment qu'il y a en fait une interdépendance. Hein. Je parle bien d'interdépendance, comme ça a été dit tout à l'heure par Jean-René, hein, ou par Raymond, je ne sais plus. Enfin, par les deux peut-être bien. Il y a bien une interdépendance, c'est-à-dire que ce n'est pas la métropole qui généreusement distribuerait sa richesse, ou la pauvre communauté de communes qui viendrait implorer les subsides de la métropole. Ça, c'est pas la vraie vie, ça. C'est qu'il y a une interdépendance, c'est-à-dire que il y a des intérêts communs et il y a des alliances gagnant-gagnant forcément à construire. Donc lorsqu'on a mis en place ce pacte État-métropole, on a effectivement insufflé à travers un document d'État et mis en exergue, en lumière, le fait que ça existait déjà. On est en train de travailler aujourd'hui avec le CGET et on a identifié 173 coopérations interterritoriales uniquement comportant au moins une métropole. Il y en a des milliers d'autres, forcément, entre territoires n'incluant pas une métropole, entre villes moyennes et métropoles, etc. Nous n'avons fait qu'une cartographie de 173 aujourd'hui déclarés, hein, tous les problèmes de l'enquête, etc., autour de simplement une quinzaine de métropoles, puisque les 7 dernières étaient arrivées un petit peu tard dans le processus de comptabilisation. On va rendre ça visible avec le CGET prochainement, puisque on est en train de travailler avec eux, avec la DCF également, sur un portail qui rendra ça visible. Alors évidemment, il y en a très peu qui ont le label contraint de réciprocité. D'ailleurs, réciprocité en soi, c'est un terme qui est discutable, on va dire, peu importe. Bon, contraint de réciprocité, mais ça veut dire qu'il y en a 170 autres ou 168 autres qui ont un autre, qui appartiennent à d'autres univers contractuels, quoi, hein. Alors, quelles sont les leçons qu'on tire de ce travail d'identification? C'est qu'à chaque fois, quand ça marche, le processus, il est le même. Et on l'a résumé dans une phrase qu'à France Urbaine, on répète depuis une dizaine d'années, même un peu plus. Cette phrase, donc ceux qui m'ont déjà entendu, l'ont déjà entendu à chaque fois que je parle. Cette phrase, c'est du projet partagé au contrat qui engage. C'est un processus. Comment passer d'un projet partagé à un contrat qui engage? Premier niveau, le projet. Ça, c'est votre métier. Je dirais que l'ADN de la NPP, c'est d'avoir des territoires de projet et de les faire émerger. Première question qui se pose, comment on les fait émerger? Et parfois, effectivement, il y a des problèmes d'ingénierie. Évidemment, il faut qu'il y ait la volonté politique. Moi, je suis assez d'accord avec Jean-René tout à l'heure. S'il n'y a pas la volonté politique de faire un projet, il ne faut pas se plaindre non plus de ne pas avoir de personnes avec qui contractualiser. Mais quand il y a la volonté politique, il n'y a pas forcément toujours les moyens. Et les moyens, ils ne se trouvent pas forcément en pleurnichant auprès de l'État. Il faut aussi qu'on apprenne à travailler en horizontalisant nos rapports et en travaillant les uns avec les autres, avec le département, avec la région, avec la ville moyenne d'à côté, avec la métropole qui est peut-être au bord ou un petit peu plus loin. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle aujourd'hui de l'Agence nationale de cohésion des territoires, eh bien son premier boulot à l'Agence nationale de cohésion des territoires, c'est une utilité, ce serait d'identifier les ingénieries disponibles, non pas celles qui descendent de l'État, mais celles qui sont à proximité et qui peuvent intéresser des territoires voisins. Dans les grandes agglomérations, évidemment qu'il y a de l'ingénierie disponible. Il y a les agences d'urbanisme, il y a les agences de développement économique, il y a tout un tas d'agences, mais il y a également les services des métropoles ou des grandes villes. Vous avez ça dans les grandes agglos, dans les villes moyennes qui sont à proximité d'un certain nombre de territoires. Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas d'accord pour une sorte de bourse? Donc ça fait partie des choses qu'on essaye de pousser, une sorte de bourse des compétences qu'on identifierait, y compris en valorisant, on a essayé de le porter au niveau d'Olivier Dussopt, ce qu'on a appelé
le mécénat de compétences, y compris en valorisant, par exemple, dans une carrière d'un fonctionnaire territorial, le fait qu'il ait fait une mission, s'il est employé de la ruralité dans la ville ou inversement de la ville dans la ruralité, s'il a une mission d'expertise pendant un moment de sa carrière, mais il faudrait que cette mission d'expertise, quelque part, elle soit valorisée d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc, vous voyez, premier niveau, la question de l'ingénierie pour faire émerger le projet. Ça, effectivement, il y a un manque. Moi, je cite volontiers cette anecdote. Moi, j'ai été longtemps, enfin, c'est il y a longtemps, mais j'ai été longtemps consultant. Et quand je discute avec, vous connaissez peut-être Cédric Zabot, qui est délégué général de l'Association des maires ruraux de France, qui me faisait part justement d'un certain nombre de difficultés. Je dis arrête de plaindre. Vous avez, enfin, c'est parce que vous avez encore de l'argent quand même pour vous payer un certain nombre de prestations. Et il me disait, oui, on n'a pas de problème. Dans beaucoup de territoires, on n'a pas de problème de financement. On a des problèmes liés au fait que les gens ne viennent pas. Et là, ça faisait écho à mon métier de consultant. Effectivement, quand il fallait, habitant la banlieue parisienne, que j'aille à Aurillac, ou que j'aille à Auch, ou que j'aille à Gap, j'ai regardé à 2 fois avant de prendre le contrat, quoi. Hein. Parce que contrat de 3 jours, 4 jours, par demi-journée, c'est juste galère, quoi. Hein. C'est 5 heures dans un sens, 5 heures dans l'autre, et quand c'est que ça. Donc c'est compliqué, effectivement, d'avoir des gens qui viennent de la capitale, on va dire, hein, ou même de la capitale régionale. Donc il faut vraiment, c'est pas une question d'argent, c'est une question de maillage territorial, de la capacité à accompagner les territoires à faire émerger leurs projets. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on ne peut pas faire émerger son projet tout seul. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que la consultance privée qui aide, mais justement, la compétence d'à côté, elle est très certainement utile. Deuxième niveau du projet partagé. Ça, le partage des projets. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se met autour de la table, chaque territoire ayant son projet, pour les confronter, les additionner, les améliorer pour qu'ils soient cohérents les uns avec les autres. La mise en cohérence, c'est la mise en cohérence qui va faire la cohésion. La mise en cohérence des projets. Alors qui fait ça aujourd'hui? Eh ben, c'est pas évident. Et qui le fait avec quelle ingénierie? Là aussi, c'est une ingénierie particulière. C'est un métier particulier que de mettre les gens autour de la table sans être descendant. Parce que cette mise en cohésion et cette mise en cohérence, elle suppose une position particulière qui n'est pas une position d'imposition. Si c'est le préfet, quelles que soient ses qualités humaines, il a sa casquette de préfet. Donc on pense que c'est descendant. Et donc on l'écoute comme si c'était quelque chose de descendant et comme si c'était une commande venant d'en haut. Pour les régions, il peut y avoir cet écueil-là. Et nous, ce que nous constatons, c'est que dans la diversité des régions d'aujourd'hui, même si elles sont moins nombreuses, eh bien, il y a effectivement 2 types d'approches. Soyons complètement transparents là-dessus. Vous avez des régions qui se prennent pour des micro-États et qui ont envie de réglementer par la loi et le règlement de façon descendante. Puis vous en avez d'autres, bon, c'est pas parce que je suis breton, hein, mais c'est également le Grand Est, je crois, je pense que les Hauts-de-France, il y en a certainement d'autres, où on est beaucoup plus dans la maïeutique, dans l'équilibre de territoire, dans l'accompagnement, dans être dans les interstices, là où les choses ne se font pas naturellement, etc. Ça, c'est une position horizontale. C'est pas une position verticale et descendante. Et c'est cette position-là qui permet de définir une ingénierie de mise en commun des projets. Et donc ça suppose des profils particuliers, même des profils humains particuliers, parce que ceux qui sont capables de faire ça, ça doit être des gens qui admettent qu'on oublie leur nom et que ce qui se sera fait, ce sera jamais grâce à eux, mais grâce aux acteurs qui se seront appropriés la mise en cohérence des projets. Troisième partie du projet, partagé au contrat qui engage. Bon, l'ingénierie contractuelle, ça, je crois qu'on a tout ce qu'il faut hein, dans tous nos territoires, peut-être même un peu trop, pour écrire des contrats. Par contre, le qui engage, celui-là, il vaut pour notamment l'État, mais également l'Europe, etc. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai signé, je respecte ma signature.
Et là, je pense qu'il y a une troisième ingénierie à laquelle il est temps de réfléchir, même si elle peut paraître un petit peu utopique à l'instant où je parle, et quand je vous entends parler effectivement des dispositifs européens et déjà de toute leur richesse réglementaire, ça va être compliqué, mais poussons le bouchon un peu loin. Une fois qu'on s'est mis d'accord, est-ce que c'est à l'échelle régionale? Probablement. Sur les projets qui vont être menés par les uns et les autres. Pourquoi on ne met pas tout dans un pot commun? Et pourquoi on ne fait pas venir dans ce pot commun les crédits européens, les crédits de l'État, enfin ce qu'il en reste, mais les contributions de chacun? Et si on le met dans un pot commun, ben, qu'est-ce qu'on fait? On crée de la fluidité. Un peu comme dans une collectivité locale normale, je dirais. On met en place ce qu'on appelle les APCP, ou une programmation pluriannuelle des investissements. On a mis une somme pour plusieurs années, et puis en fonction de l'avancement des projets, il y en a un qui prend du retard, ben, c'est pas grave, ça va nous permettre de financer plutôt le suivant. Le fait de mettre dans un pot commun, ça permet aussi de faire les avances dont on parlait tout à l'heure et de ne pas forcément attendre le financement par l'extérieur. Ça permet même, s'il y a une ingénierie un peu complexe, d'y mettre les emprunts. Et là, je vais éviter de parler de ma casquette de directeur de l'agence France Locale, mais ça fait partie des choses qui peuvent tout à fait être imaginées, que d'avoir un accompagnement, y compris financier, sur ce type de choses, par une banque qui aujourd'hui appartient exclusivement aux collectivités locales. Mais c'est aussi l'idée d'avoir des avances de trésorerie sur ce pot commun. Alors on en est loin parce qu'en termes de gouvernance, ça veut dire une forme de lâcher-prise collective et admettre qu'il n'y a pas un chef qui dit aux autres comment il faut travailler. Mais je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, je le sais parce que j'en discute souvent avec Michael, qui est votre délégué général, qui vient d'arriver là, puisqu'on partage les mêmes locaux, on en discute souvent, je crois qu'on a la même philosophie, c'est-à-dire que cette philosophie de l'horizontalisation des rapports, et qu'on a plus à gagner à se parler qu'à faire parler de nous à travers la presse ou des publications qui nous opposent les uns aux autres. Petit point que je voudrais rajouter, 2 points. Moi j'ai bien aimé quand vous avez dit que le couple de demain, c'est l'intercommunalité, la région, et moi j'y ajoute l'Europe. Et quand j'entends un certain nombre d'autres qui aujourd'hui disent que la colonne vertébrale de la France, c'est la commune, le département et l'État, je dis certes, au XXIe siècle, cette colonne vertébrale, ce squelette, a besoin de son exosquelette, que sont les EPCI, les régions et l'Europe. Parce que sinon tout ça, ça ne tient plus aujourd'hui. Et ceux qui sont assez précurseurs de ce type d'idées, parce qu'ils ont écrit des choses là-dessus, ce sont les conseils de développement. Moi, je vais faire ici un plaidoyer pour les conseils de développement. En tout cas, de ma fenêtre urbaine, dans les métropoles et dans les communautés urbaines, on les a imposés et je crois que personne ne le regrette aujourd'hui. Parce qu'il faut sans arrêt avoir une petite corde de rappel sur la nécessité d'être branché en permanence sur ce que souhaitent, ce que veulent les gens, la société civile, alors organisée ou un peu bordélique de temps en temps, mais peu importe, les entreprises, le tissu associatif, etc. Et moi je pense que les conseils de développement, en tout cas de ce que j'en connais, en zone urbaine, ce ne sont pas des supplétifs, ce sont à la fois des organes qui réfléchissent souvent avec un coup d'avance. Honnêtement, regardez tous les rapports qu'ils font, souvent avec un coup d'avance, et qui se mettent au service justement d'un territoire large, parce que ce sont des gens qui vivent ces territoires et ils ne regardent pas le territoire dans ses strictes frontières administratives. Moi, je n'ai pas d'opinion tranchée sur est-ce que c'est vraiment nécessaire dans une communauté de communes de 15 000 habitants d'avoir un conseil de développement. J'en sais rien, ça, je laisse ça aux spécialistes de ces endroits-là, mais je sais que, en tout cas, pour l'urbain, les conseils de développement, c'est un outil absolument à défendre. Merci. Ah ben alors, formidable. Merci Olivier. Alors, en attendant que vous fourbissiez vos questions, comme je voyais Laurence Fortin noter des différentes choses pendant la prise de parole d'Olivier Landel, peut-être que vous souhaitez réagir. Et après, je vous laisserai la parole pour des questions. Je suppose qu'un micro va circuler.
Bien, sans doute que si je regarde mes notes, j'ai effectivement écrit faire émerger des projets. Et c'est bien ça l'enjeu. C'est comment on fait, à partir des territoires, émerger réellement ces projets. Et peut-être que l'expérience que nous avons à l'échelle régionale, au niveau de la territorialisation des fonds régionaux et européens, est un peu l'expérimentation de tout cela. Puisque nous avons mis en place une organisation des comités uniques de programmation, on va dire sur l'organisation imposée, entre guillemets, par l'Europe, c'est-à-dire avec une prédominance des membres issus des conseils de développement, où les territoires présentent leurs projets et les élus du territoire et les membres du conseil de développement émettent des avis sur l'opportunité des projets. Et je peux vous dire qu'au début, ça a été difficile, puisque les élus locaux, et j'en fais partie, donc d'élus locaux aussi en tant que maire, mais se disaient, dis donc, comment on va faire si c'est maintenant la société civile qui est majoritaire au sein de ces instances? On va perdre notre pouvoir d'élus. Pour autant, ces organisations se font à l'échelle des pays. Donc l'idée, c'est bien de mettre en cohérence le projet du pays par rapport à l'accompagnement, les projets du territoire par rapport à l'accompagnement de ces projets, et utiliser, que ce soit des fonds européens, des fonds régionaux, et depuis l'État est à nos côtés, et également les départements sont à côté, où là on met tout en cohérence. On n'y est pas encore dans une PPI pluriannuelle, où on peut passer d'un fonds à l'autre, mais pour autant, on met en cohérence l'accompagnement du projet. C'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, quand le projet est présenté, on sait comment il va pouvoir être accompagné et en quoi il est cohérent par rapport à la stratégie du territoire. Donc ça, c'est aussi une volonté de simplifier et d'aller plus vite et de manière plus efficace. Alors, on ne peut pas encore se substituer d'un fonds à l'autre. Nous n'avons pas encore le droit. La réglementation ne le permet pas aujourd'hui. On ne peut pas faire des avances, par exemple, sur les fonds européens. Ce n'est pas autorisé. Voilà une belle idée d'expérimentation. Voilà, on a substitué à un moment ou l'autre, mais vous comprendrez bien que financièrement, ce n'est pas gérable. Mais demain, on peut imaginer aller encore plus loin sur ces points-là. Et je pense que ça, c'est important de mettre tout ça en cohérence. Et donc, si on revient par là, on a notre SCOT, qui est quelque part un projet de territoire aussi, avec vraiment un vrai projet global. Et puis derrière, les projets avec la mutualisation des fonds, je pense que c'est important. Sur la question de l'ingénierie, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur l'ingénierie, parce que il y a l'ingénierie nationale d'État, avec toutes les infrastructures, avec toutes les infrastructures qui existent et tous les différents services qui peuvent être apportés au territoire. Et j'ai envie de dire qu'il ne faut pas, effectivement, et ça vient d'être rappelé, négliger toute l'ingénierie qui peut être mise d'à côté. Alors, entre l'ingénierie des départements, l'ingénierie des régions, l'ingénierie des EPCI, l'ingénierie des pays, on est aujourd'hui sur de nombreuses ingénieries. Et ensuite, on a bien sûr de l'ingénierie privée qui peut en plus être mobilisée. Il faut voir qu'est-ce qu'on met derrière le mot ingénierie. Parce qu'on a essayé, nous, en conférence territoriale de l'action publique, de définir ce que c'était l'ingénierie. On n'y est pas encore réussi. On n'a pas encore réussi. Parce que d'un côté, il y a l'ingénierie en termes humains. Après, il y a l'ingénierie en termes financiers. Et on a tous les différents outils. Donc il faut vraiment qu'on arrive, quand on parle d'ingénierie, à définir d'abord ce que c'est l'ingénierie, pour ensuite voir comment on décline ça et de manière la plus efficace. Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'aller redémultiplier les choses, refaire ce qui a été fait d'un autre côté. Et à mon avis, il faut cartographier cette ingénierie de manière efficiente. Une question, monsieur devant. D'abord, une information qui va dans le sens de ce qui est indiqué. Peut-être présentez-vous d'un mot. Je suis président de Ruralité, Environnement, Développement et du Mouvement européen de la ruralité. Et comme son nom ne l'indique pas, nous aimons les villes. Lorsqu'on peut développer avec elles des coopérations intelligentes, et c'est bien le sujet aujourd'hui, et c'est bien ce que j'ai entendu. Alors, en matière de fonds européens, juste en termes d'information, il y a eu un amendement du Parlement européen sortant qui a été voté sur le FEDER, qui attribue 5%, qui cible 5% donc des financements FEDER pour les territoires ruraux, dont 15 à 17% pour les villages intelligents. Ce qui va faciliter les coopérations intelligentes. Parce que si on veut avoir des coopérations intelligentes,
il faut qu'il y ait une reconnaissance mutuelle, partagée et un désir commun de reconnaissance. Et ça, ça ne se décide pas comme ça peut se faire ici ou là, mais pour que ça se décide, il faut que cette reconnaissance soit inscrite. C'est tout le sens de l'agenda rural européen pour favoriser les coopérations avec les pôles urbains qui, eux, sont dans un contexte d'agenda urbain. Et ça, nous l'avons co-construit au niveau du Parlement européen, donc, et on l'a impulsé avec l'intergroupe Urban, qui a organisé ça avec nous. On avait un intergroupe rural et on est en train de le reconduire. Dernier élément, si on veut pouvoir avancer vers cette logique de fonds communs au niveau des fonds, premier élément, il faut travailler sur l'harmonisation des règlements. Moi, je parle du côté européen. Et ça, c'est un combat que l'on mène. Deuxièmement, il faut se méfier des mots. Nous avions défendu, RED, la logique du multifonds. Nous l'avons obtenu. Mais nous défendons aujourd'hui l'interfonds. Parce que l'interfonds, c'est l'interrelation entre les fonds qui permet effectivement ce dont on est en train de parler. Le plurifonds ne le permet pas. Parce qu'on peut s'affranchir de la non-harmonisation des règlements. Ensuite, il faut bien entendu les contractualisations. Parce que s'il n'y a pas des contractualisations vers les territoires de projet, ça ne fonctionne pas. Ensuite, sur l'ingénierie, je partage tout ce que j'ai entendu. Il me manque juste un point. Sur les territoires, nous avons aussi l'ingénierie des chambres consulaires et des associations. N'oubliez pas que l'ensemble de ces organisations-là doivent aussi se financer et il vaut mieux les mettre dans le pot commun d'une ingénierie mutualisée plutôt que d'organiser des concurrences entre les uns et les autres. Et là, moi, c'est une proposition qu'on a faite d'ailleurs dans le cadre des réflexions qui sont engagées aujourd'hui au niveau national avec la cohésion des territoires. Il y a un certain nombre d'éléments de ce type-là sur lesquels il faut se pencher pour qu'on sorte à un moment donné de ce qui pourrait être considéré comme de l'incantatoire, alors qu'il y a plein d'éléments sur lesquels on peut avancer simplement en faisant bouger le mécano. Voilà ce que je voulais dire jusqu'à maintenant. Et l'association donc des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux a bien fait de développer des partenariats avec France Urbaine, parce que sans ça, on ne peut pas avancer. Et le deuxième élément a bien fait aussi de soutenir et porter donc, cette reconnaissance des pays, parce qu'au niveau européen, si on est en France, il n'y a que l'Association nationale des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux qui porte cette dimension du développement local mené par les acteurs locaux en lui donnant du sens. Juste pour compléter ce que vous dites, la Commission européenne est quand même consciente de la difficulté des normes au niveau des disparités en fait, réglementaires. Donc une des propositions qui a été faite aussi, c'est de partir sur 4 règlements contre 28 sur l'ancien programme, avec combien j'avais noté 461 pages contre 774 sur l'ancienne programmation. Donc on a un corpus réglementaire qui va diminuer de moitié, ce qui n'est pas négligeable et qui, alors, ne va peut-être pas avoir une orientation aussi commune que nous le souhaiterions sur la réglementation interfonds, mais bon, c'est déjà une simplification qui n'est pas négligeable. Écoutez, on m'a tendu le micro, donc il ne faut jamais tendre un micro. Donc, de toute façon, j'allais m'exprimer parce que j'ai vraiment apprécié tout ce qui vient d'être dit là. Mais je voudrais insister sur 2 points, en particulier donc, sur le point du Conseil de développement. Alors, notre territoire, depuis Porte de Gascogne, a eu la chance d'être retenu dans le territoire d'industrie. Et c'est là que j'ai vu ce que ça représentait, en quelque sorte, de nous obliger, enfin c'est pas mon cas, puisque je sors de l'entreprise, on est un certain nombre comme ça, où l'entreprise pour nous sur un territoire est un dialogue permanent. Bon. Mais territoire d'industrie, ça nous a fait découvrir que de toute façon, on ne savait pas ce qui se passait sur le développement économique de notre territoire. Or, élaborer un projet de territoire, c'est essentiellement élaborer un projet de dynamique d'un territoire, donc d'économie, bien sûr, du tourisme, de la culture, tout ce qu'on voudra. Mais autant sur des thèmes donc, traditionnels, les élus peuvent certainement avoir des formations, des compétences, autant quand il s'agit d'avoir une perspective de développement économique d'un territoire, c'est peut-être pas aussi évident. Et donc, le pourquoi j'ai apprécié qu'Olivier confirme le besoin d'avoir donc cette société civile, parce que c'est ça le fond du sujet.
à travers les conseils de développement, c'est la société civile que nous voulons avoir sur nos territoires. Et là, voilà, deux choses l'une. Ou on garde ces conseils de développement, ou alors on prend notre proposition qui consiste à ouvrir le conseil syndical. Parce que le PETR, il a cet avantage, c'est une structure relativement légère, dans laquelle on peut parfaitement ouvrir le conseil syndical à la société civile et aux organismes consulaires. Parce que c'est vrai, je peux vous dire que quand un territoire rural ou périurbain se lance dans un territoire d'industrie, ben on se sent seul. On se sent seul pour élaborer en quelques mois une charte concernant le développement économique de votre territoire. Et qu'est-ce que nous disent ces entreprises? Mais ces entreprises, en dehors du programme d'investissement, ben, elles nous font part de ce que vous avez évoqué. C'est-à-dire que c'est vrai, dans certains territoires, on ne peut plus faire venir les compétences spécifiques de ces entreprises. On ne peut pas avoir les formations nécessaires à leur spécificité. Et c'est comme cela qu'elles partent ou qu'elles se déplacent. Et que, évidemment, dans les territoires ruraux, on est largement à moins de 10% peut-être du PIB en termes d'industrie. Donc là, il y a un point fondamental. La vocation des pôles d'équilibre ruraux et territoriaux, des pôles ou de toute forme d'intercommunalité, c'est évidemment d'élaborer un projet pour lequel il est indispensable d'avoir la société civile. D'ailleurs, nos régions, comment elles sont construites? Elles sont construites en partenariat avec les Césaires. Et la région est quand même obligée de tenir compte de ce que dit, ce que pense et ce que valide le Césaire. Mais qu'est-ce qui se passe sur nos territoires? Ben, ce sont évidemment on a toujours dit que nous étions des incubateurs d'intercommunalité finale. Ça a été souligné. Mais en attendant, comment on fait quand il y a des morcellements et qu'il y a 4 ou 5 intercommunalités? Elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas les compétences, contrairement à ce qu'on peut penser, d'élaborer un projet. Ou alors, elles vont faire un projet sur un rayon de 15 km. Et on va morceler. Et que va faire la région? Et non seulement c'était indispensable hier, mais aujourd'hui, avec des périmètres aussi importants que les régions, auxquelles on a donné évidemment des problèmes dans certains cas, lorsqu'on a fusionné 2 régions, croyez-moi, ce n'est pas facile. Il a fallu 3 ans peut-être pour qu'on commence à travailler. Et pendant ce temps, les territoires, qu'est-ce qu'ils font? Voilà quoi. Il faut qu'ils élaborent des projets. Alors ne parlons pas, et là c'est tout à fait le fond du sujet, quand vous parlez de coopération, effectivement, la coopération ne peut se concevoir que sous forme de partenariat, à condition d'avoir un projet à proposer. Et on retombe toujours au même problème. Et l'engineering, tout à fait d'accord pour qu'on valorise les prestations des services des métropoles. Je terminerai par un exemple que j'ai vécu donc, ce week-end. Finalement, notre contrat de réciprocité, il s'est traduit par une rencontre humaine. Parce que dans tout ça, on a beau faire des cadres, on a beau faire des normes, on a beau faire des conseils de développement, des conseils de ci et de cela, moi je vous le dis, le facteur humain, c'est un facteur très important. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que nous, les paysans du Gers, on regardait cette métropole, mais qu'est-ce que c'est ces monstres qui sont là, mais qui gardent tout pour eux, etc., etc. Et puis, on a eu la chance d'avoir une rencontre de 80 directeurs et cadres de la métropole et de la ville de Toulouse qui sont venus s'immerger dans ce territoire qui les avait appelés au secours. Et puis ils ont vu des hommes et des femmes, comme eux. Des hommes et des femmes qui voulaient travailler ensemble. Malgré tous les coups de jarnac et les coups de poignard qu'on a reçus, on a quand même réussi à se rencontrer. Et là, on a découvert le directeur des services de la culture qui a dit « Mais attendez, moi, votre exposition dans votre coin, je vais essayer de la prendre. » Et ceci, dans tous les domaines, on a découvert un gisement de coopération qui repose aussi sur le facteur humain. Et pour que ces gens se rencontrent, croyez-moi, il faut qu'il y ait dans nos représentations la société civile. Parce qu'on a découvert aussi des filières qui existaient. Parce que dans ce territoire d'industrie, on a découvert que des coopérations existent. L'économie, il y a très longtemps qu'elle se moque des frontières de départements, de l'intercommunalité et des régions. Elle est soumise à cette mondialisation, elle fait des coopérations. Mais ces coopérations, comment on les connaît? Quelles sont les perspectives? Quelles sont les décisions qui s'accélèrent en permanence? C'est là le sujet fondamental du conseil de développement. On l'a appelé conseil de développement. Peut-être qu'il faut directement l'intégrer dans le conseil de ces territoires. En tout cas, c'est une question que je pose. Enfin, pour les fonds européens, alors là, il faut dire qu'on a été gratiné. Parce que où sont passés les volets coopération de ces leaders plus? Ils ont disparu depuis 4 ou 5 ans. On a renvoyé 20, 30 millions d'euros par an, parfois. On a rien. Alors, moi, je veux bien qu'on ait une agence française pour le développement avec 9 milliards de budget. Mais alors, comme on lui a posé la question récemment, qu'elle ouvre au territoire.
si on ne peut plus y aller par les leaders, mais qu'on ait à ce moment-là une opportunité, à travers notre réseau diplomatique, de pouvoir coopérer. Parce que l'Europe, elle se fera à travers les territoires. Hein. Sinon, elle mettra beaucoup plus de temps. Voilà, je voulais vous livrer ces quelques réflexions, parce que ce que vous avez dit était très important. Je voudrais un petit peu le préciser. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que ce sera une très belle conclusion de cette première table ronde. Merci à nos intervenants.